Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous sur ce plateau d'aujourd'hui dont on se dit tout. La tristesse et les déceptions font partie de la vie et il est normal de ne pas se sentir bien, enthousiaste après un événement grave, des moments angoissants tels qu'une maladie. Mais parfois, un véritable mal-être s'installe avec ou sans raison évidente. Et dans ce cas-là, et si c'était une dépression nerveuse, peut-on s'en rendre compte? Quel est le rôle de l'entourage et quel impact au quotidien? Nous faisons le point aujourd'hui. Bienvenue à toutes et à tous. Vous l'avez compris, aujourd'hui, nous faisons le point sur la dépression nerveuse au quotidien et en milieu professionnel. Et nous en parlons avec deux spécialistes. Docteur Youssef Mouhi, bonjour docteur. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes psychiatre, psychothérapeute. Et puis Evelyne Evora, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau de l'émission. Vous êtes psychologue du travail. Exactement. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. Donc, une matinée, on va dire, pas très agréable, parce que c'est une thématique qui est lourde, douloureuse. Mais en tant que spécialistes tous les deux, vous savez que beaucoup de personnes sont concernées, visiblement ou moins visiblement. Et donc, c'était important de soulever la question avec vous sur ce plateau. On revient sur la définition pour commencer, docteur. La définition de la dépression, c'est une maladie. Contrairement à ce que certains peuvent penser, c'est une maladie du cerveau. Généralement, on appelle ça un trouble de l'humeur. Et c'est une maladie caractérisée par une tristesse persistante. C'est ce que vous avez dit au départ, on peut être triste. Mais là, ce n'est pas la tristesse passagère. C'est une tristesse persistante qui dure dans le temps. Généralement, on l'a défini qu'il doit durer au-delà de 15 jours avec une perception négative de tout ce qui se passe. C'est-à-dire que la personne n'a plus plaisir dans les actions qu'il fait qui normalement leur procurent de plaisir. Mais il y a aussi d'autres symptômes, notamment cognitifs, tels le ralentissement psychomoteur, des troubles d'attention, des troubles de concentration. Les gens disent que je n'arrive plus à faire le travail que je faisais auparavant, ça devient très difficile, je vais démissionner, je vais changer de poste. Les gens ont l'impression qu'ils se sont abrutis, comme on dit. Et aussi, il y a des troubles, notamment physiques, troubles du sommeil, que ce soit une insomnie, des troubles d'insomnie ou hypersomnie, c'est-à-dire il y en a qui vont se réfugier dans le sommeil, de l'expression se réfugier dans les bras de Morphée, où il y a des troubles de la libido, aussi, et des troubles d'appétit, que ce soit une anorexie ou une boulimie. Donc, il y a tout un cortège de symptômes qui s'installent. Le problème... mais tout ce cortège de symptômes, comme vous dites, est-ce qu'il s'installe rapidement? Puisque vous dites la dépression, c'est la tristesse au-delà de 2 semaines. Mais tout ce lot-là arrive avant 2 semaines? C'est-à-dire, on a dit 2 semaines pour ne pas... Par exemple, vous avez un plan le week-end qui tombe à l'eau, vous êtes un peu triste. On ne va pas dire que vous êtes dépressif. C'est pour faire la différence entre dépression et déprime. Voilà, c'est le déprime qu'on dit, le coup de mou, généralement qu'on dit. Ce n'est pas ça, c'est passager. Mais là, c'est quelque chose qui s'installe dans la durée. Quand je dis 15 jours, c'est le minimum. Minimum 15 jours et chaque jour. Et les choses s'installent petit à petit. Et il y a aussi cette tristesse, parce que la tristesse qui s'installe, elle est douloureuse, d'où l'appellation de douleur morale. Les gens ont mal. Et c'est pour cela que parfois, de certaines phrases qu'on leur dit, je ne citerai pas, on appelle ça le syndrome d'une limonade qu'il faut secouer pour bien remonter la pub, on dit secoue-toi, etc. C'est des phrases qui tuent ce patient-là parce qu'ils ne comprennent pas comment est l'impact négatif de la maladie. Ce sont des gens qui n'arrivent pas à éprouver du plaisir. Et ce sont des gens qui ont un problème à faire ce qu'on appelle une incapacité à éprouver du plaisir, une incapacité à agir, à mettre en action, à faire l'effort, une incapacité à entreprendre. Et donc, quand vous lui dites changer d'air, changer d'idée, même ce sont des gens qui souffrent de rumination. C'est quoi rumination? C'est être fixé sur une idée généralement négative et ne plus pouvoir s'en sortir. C'est ruminer. D'ailleurs, les ruminants, ce sont les gens, les animaux qui mangent et qui regurgitent et recomangent. C'est-à-dire, c'est la même idée négative qui lui trotte tout le temps. Et généralement, il le dit, c'est le soir où ça m'arrive. Et vous lui dites changer d'idée. C'est quelqu'un qui n'arrive même pas à changer d'idée. Donc, quand vous lui dites changer d'idée, vous le rendez, les idées. Voilà, vous le rendez beaucoup plus incapable et vous le culpabilisez de plus par rapport à son état. C'est pour cela que l'entourage est quelque chose de très important. On va y arriver justement.
justement. Mais par rapport à tous ces symptômes que vous avez décrits, Dr Mouhi, c'est des symptômes qui mettent du temps à s'installer. Oui. Est-ce que ça ne retarde pas le diagnostic et ça ne retarde pas aussi la compréhension de l'état, que ce n'est pas un simple état de déprime, mais que en effet, la maladie est une maladie, quelque chose est en train de s'installer. Il y a, on dit généralement que les symptômes sont universels, mais leur expression est culturelle. Dans notre culture marocaine, l'expression de la dépression, on a des difficultés à exprimer la tristesse. Généralement, on ne dit pas « je suis triste » parce que ça va à l'encontre des convictions religieuses comme quoi on doit accepter son sort. Donc, par rapport à quoi on va porter l'expression de la dépression? C'est par des plaintes somatiques. J'ai mal partout, j'ai mal ceci, c'est généralement soit le tractus digestif, j'ai mal au cœur, j'ai mal dans la nuque, j'ai des arthralgies, je suis faible, je vais prendre du magnésium, je vais prendre de la vitamine C, je vais prendre ceci. Et les gens commencent à s'installer dans ça, je vais voyager. Mais la douleur physique est véritablement ressentie? Ah oui, parce que quand on est dépressif, le seuil de la douleur est tellement bas que la moindre des choses est devenu un effort. Aller faire sa toilette, prendre une douche, se raser, est un effort incommensurable. C'est quelque chose de très lourd pour le patient. C'est ça. Mais donc, ça retarde la prise de conscience. La prise de conscience, ça retarde le diagnostic et ça retarde le traitement. Et donc, il faut savoir que pour l'OMS, la dépression est la maladie la plus handicapante. Et il faut savoir aussi qu'il y a des terrains vulnérables, notamment les gens qui souffrent de pathologies chroniques. Sachant que le pourcentage de diabète et d'hypertension qui existe au Maroc, ça veut dire que ça augmente. Le problème, c'est dans l'approche diagnostique. Parfois, on n'y pense pas, parfois, on y pense trop tard. Et c'est pour cela qu'il y a des programmes de formation pour les médecins généralistes pour pouvoir diagnostiquer la dépression. Et là, je parle dans le milieu général, mais en milieu professionnel, c'est autre chose. Et justement, vous avez évoqué le milieu professionnel dans le début de la symptomatologie de la dépression, son expression, on va dire. Et Dr Mouhi disait justement, en milieu professionnel, c'est je n'arrive plus à travailler, je n'arrive plus à pratiquer, je n'arrive plus à me concentrer. Est-ce qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle communément et de façon presque moderne le burn-out, c'est une dépression nerveuse? Alors oui, effectivement, c'est important de parler du burn-out après effectivement cette définition très intéressante que nous a faite le docteur Mouhi. C'est qu'on pourrait avoir tendance à les confondre. Or, je pense que vous partagerez l'idée. À travers un certain nombre d'études, c'est vrai que la frontière est fine, mais le burn-out est bien distinct de la dépression. Donc ce n'est pas une dépression? Non. Alors le plus souvent aujourd'hui, on parle communément, c'est un mot qui s'est installé, mais la définition reste tout de même complexe et n'est pas encore au niveau des maladies professionnelles. Mais effectivement, le burn-out, on va dire que là où on va la différence avec la dépression, c'est que quand le sujet est hors conditions, champ de travail, ça a tendance à baisser. Pour le burn-out, le malaise a tendance à cesser, à baisser. Hein, voilà, c'est quand il y a séparation avec le milieu du travail. Alors que la dépression est quand même beaucoup plus, je dirais, ancrée comme phénomène, comme pathologie, et elle dépasse de toute façon le cadre professionnel. Maintenant, elle peut être consécutive à un burn-out, d'accord ? Ça peut être une des conséquences à un moment donné quand justement la souffrance perdure au travail. Ok. Voilà. Alors, je vous propose juste de voir le micro-trottoir réalisé par notre équipe d'Abidjan pour justement comprendre la perception de cette maladie dans la population, comment elle est vue, comment elle est comprise, quelles idées on en a. Et puis on revient sur le plateau pour continuer la discussion. À tout de suite. Ce nom, la dépression nerveuse. Dépression, déjà, nous pouvons avoir l'idée de dysfonctionnement, mauvais fonctionnement d'un organe lié au nerf. Au vu de cela, on peut dire que la dépression nerveuse est le mauvais fonctionnement d'un organe. Nous disons, selon le commun des mortels, que c'est lié au cerveau. La dépression nerveuse résulte d'une défaillance mentale due à de nombreux facteurs, notamment le stress, la nervosité face à certaines situations de la vie
où nous sommes amenés à certainement faire valoir notre potentialité. La dépression nerveuse, c'est une défaillance au niveau des neurones dans la partie du cerveau et cela peut être dû à plusieurs facteurs et nous pouvons en parler ici et des causes qui sont liées à cette dépression nerveuse. Et ces causes-là peuvent être multiples, en ce sens qu'il y a d'abord que si le sujet est beaucoup anxieux, si le sujet est beaucoup nerveux, c'est-à-dire il pique des crises et s'il n'arrive pas à se contrôler, en un seul mot, s'il y a un déséquilibre mental au niveau de la tête, et cette personne vraiment devient dépressive. Et cette personne devient dépressive en ce sens que vraiment elle perd le contrôle non seulement d'elle-même et de son monde dans lequel elle est. Il faut le dire, quand ça se manifeste ainsi, si encore les effets ne sont pas encore trop avancés, il faut chercher à vite voir un spécialiste afin que cette personne puisse se faire diagnostiquer et afin de pouvoir avoir les moyens nécessaires pour pouvoir combattre cette dépression. Donc on a pu l'entendre, il y a quand même on commence à avoir cette prise de conscience de la pathologie. C'est une maladie. Exact. Et on dit c'est une maladie du cerveau. Est-ce que c'est uniquement une maladie du cerveau, Dr Mouhi? Et si c'est possible, d'abord expliquez-nous pourquoi on dit que c'est une maladie du cerveau. Alors, parce que il y a toujours certains mythes sont difficiles à déloger dans le sens où il y avait toujours cette explication que on est en train de médicaliser un mal sociétal. C'est-à-dire, il y avait un courant qui disait que la société actuellement, avec ses exigences, etc., le niveau d'exigence est tellement, le niveau de stress est tellement élevé que les gens dépriment. Donc, si on allégeait ça, si on retournait à l'état naturel, etc., il n'y aura pas de dépression. Il y a peut-être du vrai dans ce qui est dit, mais ce qu'on a remarqué, c'est que avant, il n'y avait pas tous les travaux de neurosciences, de l'imagerie du cerveau pour voir qu'effectivement, il y avait dans des circuits de motivation, dans des circuits de plaisir, il y a quelque chose qui ne va pas au niveau du cerveau. Il y avait même le modèle. Quand je dis modèle, ça ne veut pas dire que le modèle explicatif de la dépression va être commun à toutes les dépressions. Okay. Donc le modèle où on en parlait de sérotonine, d'ailleurs c'est ce modèle-là que justifiait le traitement par les médicaments, les inhibiteurs spécifiques de la recapture de la sérotonine. C'est les antidépresseurs? Oui, c'est les antidépresseurs parce qu'il y a la deuxième génération, parce qu'il y en a de la première et de la deuxième génération, qui justifient la mise sous traitement par rapport à ce modèle-là. Mais il faut savoir aussi que il y a aussi notre façon d'affronter les situations. C'est ce qu'on appelle, généralement, quand on traite un dépressif, ce n'est pas uniquement avec des médicaments. Okay. D'ailleurs, les médicaments, c'est juste pour la dépression de moyenne et de sévère intensité, alors que les légères, c'est des psychothérapies qu'il faut installer. Et la psychothérapie, ça va entraîner, j'entre déjà dans la récurrence, ça va donner des compétences à la personne pour ne pas reprendre les mêmes schémas de pensée qu'il a. Ne pas replonger. Voilà, pour replonger. C'est dans la prévention. C'est parce que les gens, moi j'entends ça et ça me fait mal, parce que les gens disent, les gens qui dépriment, c'est des faibles personnalités. Ça n'existe pas une faible personnalité. C'est généralement oui, c'est généralement des gens qui n'arrivent pas à dire non. Voilà. Ils vont dire oui, oui, oui à un moment donné. Et c'est des gens qui sont perfectionnistes, etc. Il y a des modèles où, quand le fonctionnement du cerveau et le fonctionnement du modèle arrivent à un stade d'épuisement, ils dépriment. Et donc, pour reprendre... C'est une question d'éducation aussi? Il y a une part, c'est-à-dire c'est un peu éclectique, c'est-à-dire c'est pas uniquement un incident ou une cause, c'est-à-dire il y a une part de la génétique, il y a des familles de dépressifs, comme il y a des familles de diabétiques, des familles d'hypertendus. Donc la dépression reste encore un domaine assez mal exploré, dans le sens où maintenant il y a des modèles parmi lesquels qui sont validés. Il y a le modèle neurobiologique. Il y a aussi une piste de recherche qui est menée en Angleterre, au King's College, et confirmer mes propos, ou sinon, si je me trompe, docteur, c'est qu'il y a une piste de psychiatrie biologique aussi, à savoir que certaines infections pourraient être responsables de dépression qu'on n'arrive pas à guérir
grâce aux antidépresseurs. Oui, quand vous avez de la grippe, on a l'impression que vous êtes déprimé. Les gens qui ont de la prime, ils ont très mal. C'est beaucoup plus lourd. C'est-à-dire que même la schizophrénie. Mais pour la schizophrénie, il y a une piste inflammatoire. C'est pour cela que je vous dis, actuellement, il y a des modèles. Mais c'est peut-être rassurant pour les téléspectateurs qui sont peut-être dans cette maladie-là depuis très longtemps. Les chiffres disent qu'un tiers des dépressifs ne peuvent pas être guéris grâce aux antidépresseurs. Point d'interrogation, pourquoi? Et si c'était la biologie? Oui, parce que là, on est encore dans... Il n'y a pas une dépression, il y a plusieurs dépressions. Pourquoi certains arrivent à être très bien sous antidépresseurs? Pourquoi certains doivent avoir l'antidépresseur et la psychothérapie? Et pourquoi il y en a qui vont rechuter? Pourquoi il y en a qui ne vont pas rechuter? La science continue à évoluer. Voilà, la science, et chaque histoire est personnelle. Tout à fait. Donc, il faut dire une chose, maintenant, on parle même dans le traitement génétique, c'est-à-dire épigénétique, dans le sens où il y a des traitements à la carte. Chaque individu a un traitement particulier propre à lui. Mais c'est rassurant pour les personnes en souffrance. Alors, Evelyne Evora, vous êtes psychologue du travail. Il faut qu'on revienne au milieu de l'entreprise et à l'expression de la dépression en milieu d'entreprise. Vous l'avez dit, ça n'a rien à voir avec le burn-out, parce que pour le burn-out, une fois que la personne s'éloigne de ce stimulus-là, eh bien, elle se sent beaucoup mieux, mais pour la dépression, c'est différent. Est-ce qu'on arrive à se l'avouer, être diminué à cause de la dépression dans son milieu professionnel? Alors, en ce qui concerne, parce que bon, moi, j'interviens en fait sur, on va dire, deux territoires géographiques entre l'Europe et le Maroc, mais particulièrement par rapport au Maroc, c'est bien évidemment un sujet qui est difficile à aborder. Tant se l'avouer soi-même, qu'on est franchement malade, parce qu'on a un référentiel où on sait que ce type de maladie, aujourd'hui, est plutôt tabou, craint, voilà, elle est crainte, elle est mal perçue, etc. Donc dire en entreprise que, au Maroc, en tout cas aujourd'hui, un individu va venir et signaler à la médecine du travail ou à son manager qui ne va pas bien, c'est quand même avouer quelque chose de l'ordre presque de la culpabilité d'être malade et de la faiblesse dont vous parliez tout à l'heure. Ouais. En Europe, je dirais qu'il y a des avancées, pour parler typiquement du cas de la France. Il reste toujours cette stigmatisation, en fait, une frontière très très fine dans la maladie mentale, entre la dépression et la folie. Les gens l'assimilent énormément. La prise de médicaments aussi. Exactement. Bah oui. Mais disons que dans l'accompagnement qui est fait aujourd'hui par des équipes pluridisciplinaires en Europe autour de la souffrance psychique au travail, il y a, je dirais, suffisamment aujourd'hui de verbalisation, d'actions qui sont faites, de prévention également, pour que l'individu se sente un petit peu plus rassuré par ce cadre thérapeutique général qui l'accompagne. Au Maroc, on n'a pas de cadre véritablement. On a des acteurs, comme vous, docteur, aujourd'hui, comme les médecins du travail, qui vous collaborez certainement ensemble, parce qu'en général, ils vous adressent les patients quand ils détectent, mais ils ne détectent pas toujours parce que c'est caché. D'accord. Parce que j'avais travaillé avec des médecins de travail, et j'avais remarqué qu'il y a un gros problème dans le milieu professionnel, c'est le défaut de reconnaissance. Les gens rapportent toujours ce symptôme-là. On ne reconnaît pas le travail que je fais. Il faut savoir aussi que... chez l'individu, il reconnaît, c'est le défaut de reconnaissance du travail qu'on fait. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui disent je fais beaucoup de choses, j'ai l'impression de ne pas être reconnu. Pas sur le plan financier, attention, ce n'est pas des augmentations qu'ils donnent, mais juste reconnaître qu'il est là. Il faut savoir que... C'est un élément déclencheur d'une dépression ? On a besoin d'être reconnu de ce qu'on fait. C'est-à-dire que j'ai remarqué aussi, les étudiants, on le dit, des fois, les gens, quand ils ne sont pas heureux chez eux, ils compensent avec le travail. Ce sont les deux milieux qui nous équilibrent. C'est la vie familiale et la vie professionnelle. Et on essaie de compenser l'un par rapport à l'autre. Donc, généralement, vous trouvez des gens qui sont très épanouis au travail, mais bon, il y a des problèmes ici. Et donc, les gens arrivent très difficilement à accepter s'ils ne sont pas reconnus, parce que le travail, pour certains, c'est le seul recours. Il ne faut pas oublier le mot travail. Dans l'origine du mot, l'étymologie du mot, c'est un instrument de torture. C'est un instrument. C'est juste pour montrer que le travail, ce n'est pas un sinecure. À la base, ce n'est pas source de plaisir, voilà, mais ça le devient. Et c'est ce que les psychiatres aujourd'hui étudient en France. C'est justement comment se fait-il qu'on puisse finalement tirer du plaisir d'une source qui ne l'est pas. On va changer peut-être déjà l'appellation pour jouer sur la force des mots et la symbolique des mots aussi. Commencez peut-être par ça. Alors, pour revenir aussi à la dépression et le milieu professionnel,
Aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup aux salariés, c'est vrai, à leur épanouissement, au bien. On s'intéresse en tout cas dans la littérature, dans les émissions, dans les magazines, etc. Mais on pense rarement aux décideurs, aux patrons de ces boîtes. Ils ne sont pas exclus de cette pression, de cette dépression. Est-ce que ça met encore plus de tabou? Est-ce que ça met encore plus de pression de se reconnaître dépressif lorsqu'on est un DG, un PDG, un président de structure? Alors, écoutez, c'est vrai que Est-ce qu'on peut leur dire qu'ils peuvent lâcher prise aujourd'hui? Alors, nous ne savons pas qui véritablement se trouve aujourd'hui sur les divans, mais il y en a certainement. Parfois, ça ne se passe pas ici. Alors, ça ne toucherait peut-être pas un syndrome comme la dépression, mais peut-être d'autres types d'affections psychologiques où certains parmi ces dirigeants ne se font pas forcément accompagner ou traiter ici, mais parfois même à l'étranger, pour vous dire. C'est toujours le souci de rester quand même préservé dans une image sociale. Dans une société, dans une société quand même où très rapidement, on peut avoir affaire à justement être confronté à cette image sociale. Donc, ça serait très intéressant que eux-mêmes et je dirais même l'ensemble des managers travaillent sur cette dimension-là d'une certaine souffrance psychologique que l'on appelle bien sûr peut-être dépression pour certains tableaux, mais peut-être d'autres formes de souffrance psychologique à un moment donné alors là, on n'est pas dans la maladie mentale, mais on est dans les troubles de personnalité où certains, par exemple, ont quand même une tendance à avoir des caractères plutôt agressifs, persécuteurs au travail. Je pense que c'est intéressant d'être travaillé parce que ce qui montre aujourd'hui la souffrance, le tableau du burn-out, de la dépression, etc., parmi des récentes études, on constate en fait que une des causes, bien sûr, on va généraliser, on va dire que c'est le stress, mais derrière, qu'est-ce que c'est? C'est souvent les relations professionnelles. Oui. D'accord ? Donc, si le manager, comme dans une famille d'ailleurs, se fait traiter, c'est tout l'entourage qui va mieux. C'est ça, absolument. Voilà. Donc, ce n'est pas seulement le collaborateur, les salariés qui sont en souffrance. Ça peut être d'autres niveaux, d'autres profils. Nous sommes humains. Absolument. Il faut juste ajouter qu'il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui, au lieu de consulter pour se poser la question, ils vont essayer un petit peu de tenir le coup en ayant soit des penchants, soit sur l'alcool, soit sur les substances psychoactives illicites, les drogues, etc., pour pouvoir tenir le coup. Et c'est là, ça entre dans un autre engrenage, c'est-à-dire il va y avoir de l'addiction et ça va un petit peu aggraver les choses. Il ne faut pas oublier que la dépression, 10% des dépressifs se suicident. Ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un truc banal, c'est quelque chose de très grave qu'il faut prendre vraiment au sérieux. À tel point, justement, que le 7 avril de l'année dernière, c'est-à-dire la Journée mondiale de la santé 2017, avait été, on va dire, toutes les manifestations se sont organisées autour de la thématique de la dépression. Voilà. Vous savez le nombre de dépressifs dans le monde? C'est les États-Unis. C'est le pays avec le plus gros taux de non, dépression. c'est pas. C'est si on la capacité. Oui, c'est comme si tous les habitants des États-Unis sont ramenés à ramenés aux habitants ils sont dépressifs. Ça serait les États-Unis. C'est juste pour avoir une idée de ce que c'est. Alors, et justement, d'après les chiffres donnés l'année dernière, suite au communiqué fait à l'occasion de la Journée mondiale, c'est pour les Marocains, si les chiffres sont toujours corrects. 26,8%. Voilà. Des études qui ont été faites en 2003-2005 et publiées en 2006. Voilà, mais pour l'année dernière, il citait quand même un chiffre de l'ordre de près de 3 millions et quelques de dépressifs déclarés, parce que tout le monde n'est peut-être pas déclaré. Tout à fait. Donc c'est quand même important, et avec une proportion de femmes quand même pour 1,5. Okay. Donc c'est plus souvent aussi les femmes, a priori, qui seraient touchées par... C'est peut-être là aussi le rôle de l'entourage. Cette affection. Oui. C'est remarquer, constater, une fois bien sûr qu'on a compris, on connaît la pathologie, on connaît un peu les symptômes. Comment on peut, lorsqu'on remarque peut-être qu'un proche va mal, comment on peut ouvrir le dialogue et est-ce qu'on doit le faire? D'abord, il y a une règle en médecine qui dit toujours, une règle très ancienne, primum non nocere. D'abord, ne pas nuire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, de bonne foi, ils veulent aider. Mais en formulant certaines phrases, ils n'aident pas. Par exemple, on va lui dire « Qu'est-ce qui t'arrive? Moi, j'ai connu pire. » Mais oui, mais vous avez connu pire, vous ne savez pas que lui, qu'est-ce qu'il est en train de se couteau un petit peu, essaie de voyager, va sortir, fait du sport, etc. Ça, c'est des phrases qui ne marchent pas. Et si tu consultais? C'est-à-dire que peut-être écouter les doléances, essayer d'être
plus empathique et consulter. Il faut savoir que la plupart des pays, c'est le médecin généraliste qui est le premier recours. D'ailleurs, dans tous les cursus de formation actuellement, même au Maroc, on l'a fait, c'est-à-dire amener à faire des formations en médecin généraliste pour qu'ils puissent diagnostiquer et traiter d'abord la dépression. Parce que ça reste, lui, le premier recours, le médecin généraliste ou le médecin de famille. C'est lui qui voit, qui connaît le patient, qui puisse diagnostiquer, c'est-à-dire l'amener à consulter. C'est juste que la connotation péjorative du diagnostic, non, je ne suis pas dépressif, parce que toujours, moi j'ai des patients très difficiles que pour eux, être dépressif, c'est être faible. Une faible personnalité, moi je veux être fort, je ne peux pas être... C'est des gens qui sont partis faire des examens complémentaires, des trucs extraordinaires pour prouver qu'ils ont quelque chose d'autre que la dépression. En espérant trouver autre chose. Oui, en espérant trouver autre chose. Il y a même qui m'a dit, je préfère avoir un truc lourd que d'être déprimé. Et ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que la connotation péjorative de la maladie mentale en général, la dépression en particulier, est très lourde à supporter. Alors, on va marquer une courte pause. Oui. Et on revient pour la suite. On enchaîne sur ce sujet et sur un autre sujet. Dans quelques jours, le 15 février, ce sera la journée mondiale de lutte contre les cancers des enfants. Nous ferons le point avec une spécialiste. Professeur Leila Hsisen sera mon invitée. Restez avec nous pour la suite d'On se dit tout aujourd'hui. À vous sur Média TV, c'est un plaisir de vous accompagner ce matin. C'est vrai que les sujets, on va dire, ne sont pas très agréables, mais ils ont toute leur importance. Cette problématique de la dépression et puis aussi, bien sûr, la grande question des cancers des enfants, un sujet lourd, très important, le 15 février, c'est la journée mondiale. Alors, on continue, mesdames, messieurs. Je suis avec le docteur Youssouf Mouhi et avec Evelyne Evora. Docteur Mouhi, vous êtes psychiatre, psychothérapeute. Evelyne Evora, vous êtes psychologue du travail. On revient sur ce point du déni. Ne pas reconnaître sa pathologie, ne pas l'accepter. Quand, on va dire, la personne est active, lorsqu'elle est en milieu professionnel, lorsqu'elle est en entreprise. Comment est-ce que ça se passe, effectivement? Absolument. Et si on parle de la dépression essentiellement, qui peut être consécutive, je dirais, d'une situation professionnelle difficile ou pas, parce que ça peut être aussi extérieure au milieu de travail. Donc, ce qui se passe en général, et Dr Mouhi le sait bien, c'est que les personnes ne parlent pas de leur maladie, la cachent, comme on l'a déjà bien explicité, jusqu'à ne pas remettre de certificat médical qui concerne cette maladie, ni même les feuilles de remboursement, de mutuelle. C'est quand même assez fort comme attitude, comme comportement, pour dire à quel point ils redoutent la stigmatisation qui, malgré les efforts faits par l'OMS, etc., pour expliquer que finalement la dépression est une maladie comme une autre, voilà, ça perdure, ça persiste. Mais pourquoi on n'arrive pas à être sensibilisé suffisamment, malgré justement... Parce que dans l'entreprise, on est censé être compétitif. Mais dans l'entreprise et même dans la société. Oui, dans la société, oui, parce que généralement, on n'a pas le droit de... Ça, c'est considéré comme quelque chose que vous ne pouvez pas... C'est pire pour un homme. Vous n'êtes pas un homme si vous êtes dépressif. C'est pour cela que les femmes, elles consultent. Les hommes, ils se suicident. Le taux de suicide chez les hommes, quand vous voyez les statistiques des suicides au Maroc, c'est les hommes qui se suicident. C'est les hommes qui se suicident. C'est parce que c'est très lourd à porter. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un homme dépressif, mais c'est terrible. C'est terrible. Le gars, comment il est. C'est terrible parce que pour lui, c'est la fin du monde. Il ne peut pas subvenir aux besoins de sa famille. Il ne peut pas faire beaucoup de choses. Et il dit, qu'est-ce qu'il m'arrive? Autant disparaître, comme ça, j'aurai le repos éternel. Parce qu'il faut revenir, effectivement, comme dit docteur, l'homme a cette image sociale, il est souvent le pilier de la famille. Oui. Et quand il est arrêté pour cause de dépression, ça va dépendre, je dirais, de l'entreprise, de sa couverture sociale. Mais déjà, ce n'est qu'à partir du 4e jour que la sécurité sociale prend en charge la maladie, et avec une hauteur qui reste quand même relative, plafonnée, aux 2/3 du salaire brut. Et quand, par contre, il y a une bonne couverture, une bonne mutuelle, là, on peut quand même espérer que la personne puisse s'arrêter, parce qu'il est nécessaire, dans le cas de la dépression, de pouvoir se reposer. C'est comme une grippe, effectivement. Il faut un repos total. Il faut que la personne puisse quand même récupérer, prendre son traitement, etc.
C'est pour cela que parfois je suis étonné quand le patient vient me voir, m'a dit, il y a l'administration, mon employé me demande un certificat de guérison. C'est-à-dire que... Est-ce que je vais mieux? Est-ce que je ne vais pas nuire aux autres? C'est-à-dire que je suis apte à reprendre le travail. Et quand je lui dis, oui, vous êtes apte à reprendre le travail, mais vous devez être suivi et accompagné, il m'a dit non, parce que si vous mettez suivi et accompagné, ils vont me considérer encore comme malade. C'est vraiment la galère. Et vous faites quoi à ce moment-là, docteur? Je lui dis, je ne peux pas écrire guéri. D'ailleurs, on va enchaîner parce qu'il y a toujours un risque de rechute. C'est pas une fracture. Même les fractures, on est guéri de cette fracture, mais on n'est pas à l'abri d'avoir une autre fracture. Oui, mais ça, vous, en tant que médecin, c'est la perception que vous avez de la science, de la maladie, du corps humain, ce recul nécessaire de dire, de toutes les manières, comme ça, c'est exactement la même chose qu'une fracture. Oui, parce que, et puis, c'est la même chose que pour tout. On ne sait pas ce qu'on peut attraper demain. Mais on va dire, l'être humain lambda n'a pas ce recul Bien sûr, que vous avez. C'est pour cela que malheureusement, quand la personne fait... Je dis malheureusement, vous ne m'avez pas parlé de la chance. De là la chance d'avoir la dépression. On en a parlé. Alors, on ne peut pas la laisser passer celle-là. En préparant l'émission... Oui. J'échange avec Dr Mouhi et je lui parle d'un spécialiste qui a créé un livre. Il s'appelle Moussa Nabati, il est psychanalyste, psychothérapeute et il est l'auteur du Bonheur d'être soi et de la dépression, une épreuve pour grandir. Et dans ce livre, il dit que c'est aussi, il faut considérer la dépression comme une chance. Et Dr Mouhi me dit, mais c'est quand même gonflé de penser que la dépression, c'est une chance. Comment pouvez-vous dire à un malade qu'il a eu la chance d'avoir une dépression? Voilà. C'est comme quelqu'un qui a échoué son bac, vous lui dites oui, c'est une chance. On ne le dirait pas comme ça. On ne le dirait pas comme ça. Mais effectivement, c'est une épreuve de la vie. Oui, il le dit de cette manière-là. Bon, il voit l'aspect positif dans le négatif, mais c'est une épreuve de la vie, effectivement. Quand on en sort grandi. Parce qu'il y a une espèce il y a une souffrance, comme vous disiez, douleur morale, mais qui est même physiologique, parce qu'on le voit à l'imagerie médicale. On a une partie du cerveau qui reste en permanence allumée, qui ne s'éteint pas. Mais peut-être que c'est une chance. C'est une souffrance. C'est une chance. On va prendre ça partiellement pour une certaine forme de dépression. Si elle est légère, si elle est passagère, si elle nous fait grandir, si on en apprend, si on change... si elle devient chronique. Pardon ? Si elle devient chronique, c'est... Voilà, mais parce que tout à l'heure, on parlait on va essayer comment ça se passe. De tempérer. Voilà, c'est-à-dire que la personne qui fait une dépression, donc il vient... Mais vous le connaissez, Moussa Nabati? Oui, il vient, il consulte, vous dit... Première question, docteur, voilà, est-ce qu'il m'arrive ce qui m'arrive? Après un entretien, 30 minutes, 45 minutes, il reconnaît qu'il a une dépression. Et quelle est votre demande, monsieur? J'aimerais revenir à l'état d'avant, comment j'étais avant. Je lui dis, monsieur, l'état où vous étiez avant, voilà le résultat, il est là. Si on il y a une prise de conscience? Il y en a qui font une prise de conscience. D'ailleurs, tout le travail du thérapeute, c'est cette prise de conscience. Ça veut dire que le mode de fonctionnement que vous avez, qui vous plaisait, il y avait des côtés positifs dans ce mode de fonctionnement, mais qui vous a amené à la dépression, c'est qu'il y a un problème. Donc, cette dépression-là est peut-être votre chance de revoir votre modèle existentiel pour ne pas rechuter. Et c'est là tout le travail de la psychothérapie pour pouvoir donner à ce monsieur, cette dame, des compétences, des outils de compétences pour pouvoir gérer les situations qu'il gérait plus ou moins avec effort auparavant. Evelyne Evora, pour conclure, si on pouvait faire de la prévention en milieu d'entreprise, est-ce que c'est possible ? Oui, absolument. Alors, à quel niveau cela peut-il se passer, sachant que par ailleurs, la maladie, elle est vulgarisée aujourd'hui, mais on n'enlève pas quand même des croyances aussi fortes comme celles que nous avons. Et côté entreprise, personnellement, ce que je pense, c'est de sensibiliser le management à détecter, ce type de pathologie, voire d'autres, parce que on a parlé de la dépression. Et à ne pas les stigmatiser surtout. À ne pas les stigmatiser et à plutôt faire ce que vous conseillez tout à l'heure au niveau de la famille, mais voilà, c'est-à-dire déjà être à l'écoute, être en forte empathie, détecter, etc., et orienter vers la médecine du travail qui, elle, ensuite, se chargera de faire le lien avec le médecin spécialiste du sujet. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté l'invitation d'On se dit tout.
Au plaisir de vous retrouver pour un autre sujet prochainement. Moi, je reste avec les téléspectateurs. Je vous l'ai annoncé il y a quelques instants. Dans quelques jours, c'est une journée mondiale de santé qui est très importante. C'est la journée mondiale du cancer de l'enfant. Le point avec un joli plateau. À tout de suite. Allez, nous sommes ensemble sur le plateau d'On se dit tout. Pour ce sujet, je vous l'ai annoncé il y a quelques secondes encore, le 15 février prochain, c'est la journée mondiale de sensibilisation et de lutte contre les cancers de l'enfant. Je vous disais un joli plateau, c'est vrai que pour parler d'un sujet aussi lourd, eh bien, j'ai fait appel à une star. Et cette star, c'est Mehdi Soukri. Bonjour Mehdi. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir. Merci. Vous êtes impatient, mais pourquoi une star? Parce qu'on vous a vu dernièrement, en fait, à Mawazine, exactement, ouais, lors Bouba. du dernier Mawazine, à côté de Bouba sur scène, Ouais. parce que vous êtes un grand fan et Bouba vous a appelé avec lui sur scène. Ouais. C'était bien? Ouais, c'était immense. Eh bien, super. Bravo pour l'expérience. En tout cas, on va parler de votre expérience aussi personnelle dans quelques instants. Et en face de vous, votre médecin, c'est le professeur Leila Hsissine. Bonjour, professeur. Bonjour Yasmine. Merci beaucoup d'être là. Merci à Vous êtes oncologue pédiatre au Centre d'hémato-oncologie pédiatrique à Rabat. Et vous êtes également présidente continentale de la Société internationale d'oncologie pédiatrique. Et vous êtes aussi présidente de la Société marocaine d'hématologie et d'oncologie pédiatrique nationale marocaine. Merci beaucoup, professeur, d'avoir fait le déplacement. Nos équipes vous ont rencontré il y a quelques jours sur votre terrain. On regarde un reportage tout de suite. À tout juste 14 ans, Anouar se bat contre le cancer. Il est atteint d'une leucémie. Pour Anouar, ce n'est pas une fatalité. Le jeune homme a la rage de vivre. Il ne se départit d'ailleurs jamais de son sourire. Anouar n'est pas né avec cette maladie. Après avoir consulté un médecin, nous avons découvert qu'il était atteint de leucémie. Au début, c'était difficile. Désormais, je mène une vie normale. Je poursuis mes études comme tout le monde. Pour aider les enfants atteints de cancer et soutenir leur famille, l'association L'Avenir, créée en 1982, leur apporte le soutien médical, social et moral dont ils ont besoin. Quand tous les moyens sont disponibles, le taux de guérison atteint 80%. Contrairement à d'autres maladies chroniques, le cancer infantile peut être traité. Il nécessite toutefois beaucoup d'efforts et de temps. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le cancer constitue la deuxième cause de mortalité infantile dans le monde. Aujourd'hui, le Maroc dispose d'une vingtaine de centres oncologiques, autant d'infrastructures pour permettre de lutter contre ce fléau. Selon l'OMS, la fréquence de cancer chez l'enfant a progressé de 13% en 20 ans. Professeur Leila Hsissine, à la veille de ce 15 février 2018, quelles sont les nouveautés en matière de cancer de l'enfant? Quelle est la situation? Alors, si on veut parler de la situation au Maroc, il faut savoir qu'en 30 ans, on a beaucoup progressé depuis le démarrage de l'oncologie pédiatrique au Maroc. Donc, les centres se sont multipliés en partant de 3 centres pour le Maroc. Maintenant, on est à 6 centres dans les principaux centres hospitaliers universitaires du Royaume. On a des équipes beaucoup mieux formées pour la prise en charge. On a pu développer certaines techniques de pointe comme l'autogreffe et également l'allogreffe aussi est en cours d'installation. On a des programmes de formation très performants. On a beaucoup de partenariats nationaux et internationaux, surtout en Afrique. On a intégré des groupes qui comportent beaucoup de pays d'Afrique francophone et la formation de l'oncologie pédiatrique des médecins se passe au Maroc. On a pu développer aussi... Vous travaillez étroitement avec les différents pays francophones africains ?
Oui, bien sûr. On fait partie d'un réseau qui s'appelle le groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique et qui a démarré en 2000. Il y avait 5 pays. Maintenant, on est à presque 16 pays d'Afrique francophone. Et la formation en oncologie pédiatrique des médecins de ces pays se passe au Maroc, à la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat. D'accord. Alors, on parle de diagnostic précoce pour les adultes, pour différentes formes de cancer chez l'adulte. Est-ce que c'est la même chose pour l'enfant ? Alors, au fait, pour l'adulte, il y a beaucoup de dépistage pour essayer de dépister des lésions pré-cancéreuses. Il y a certains groupes de personnes qu'on connaît à être à risque, les femmes à partir de 40 ans pour le sein, l'homme pour la prostate. Mais pour l'enfant, il n'y a pas ce dépistage. Par contre, il y a une grande importance du diagnostic précoce, c'est-à-dire qu'il faut absolument arriver à détecter certaines type de lésion à une phase précoce débutante pour que les traitements soient moins toxiques et plus efficaces. Et c'est possible ? Oui, bien sûr. C'est possible comment ? Il y a par exemple, quand on regardait le reportage tout à l'heure, le papa disait c'est vraiment par hasard que la leucémie de son enfant a été diagnostiquée. Il y a certaines maladies pour lesquelles le diagnostic précoce est difficile parce que c'est des maladies qui évoluent très rapidement. Donc, en 10-15 jours, elles peuvent se déclencher et donc on n'a pas besoin, comme la leucémie. Mais il y a certaines tumeurs qu'on appelle les tumeurs solides ou certains types de lymphomes où on peut avoir des petites lésions. Un petit ganglion, un lymphome avec un petit ganglion de 2 cm ne sera pas traité de la même façon qu'un lymphome avec un ganglion qui fait déjà un gros paquet, 6 cm. Et ça, c'est quoi ? C'est le rôle du pédiatre lors des consultations régulières, du suivi régulier, de faire de la palpation ? Au fait, généralement, les parents se rendent facilement compte que quelque chose ne va pas chez l'enfant. Et donc, ils vont chez le médecin. Et le rôle primordial, c'est celui de tout le corps soignant, même les infirmiers au niveau du centre de santé, les médecins, que s'il y a apparition d'un élément, d'une lésion qui progresse, il faut absolument référer l'enfant. Et donc, il faut des contrôles réguliers. Les parents consultent à l'occasion d'un symptôme X qui leur paraît anormal et le médecin, s'il n'est pas sûr de ce que c'est, il faut demander à revoir l'enfant au bout d'une semaine ou 2-3 jours en fonction de comment il voit l'état de l'enfant. Et s'il voit que ce n'est pas rassurant, il faut qu'il le réfère rapidement. Et ça, les médecins sont aujourd'hui de plus en plus sensibilisés, formés ? Oui, parce qu'on a eu, c'était en 2006, je crois, une campagne de formation des médecins de proximité au diagnostic précoce des cancers de l'enfant. Et en plus, maintenant, les pédiatres qui sont en formation, la majorité d'entre eux passent en stage dans des services d'oncologie pédiatrique. Donc, ils sont très sensibilisés, ils ont nos contacts et on est maintenant plus facilement contacté et sollicité par les médecins de périphérie pour qu'ils soient conseiller. Une fois que le diagnostic est posé, quel est l'avenir de cet enfant ? Son avenir, on va dire, thérapeutique. Et puis on parlera avec Mehdi aussi du quotidien de cet enfant malade. Mais d'abord, son quotidien thérapeutique. La prise en charge, elle se fait comment ? La prise en charge, déjà, il faut savoir qu'elle s'est améliorée de façon extraordinaire. Déjà, en démarrant, on avait le soutien des petites associations locales de parents. Et puis, on a eu l'apparition de la fondation Lalla Selma, prévention et traitement de cancer. Donc, on a eu de nouveaux centres qui ont été construits, rénovés, des maisons des parents où les parents peuvent aller héberger pendant la durée
des soins et ça améliore la qualité de vie de façon extraordinaire. Le soutien de la Fondation par rapport à l'achat de médicaments, mais ce n'est pas les petits achats, c'est les grandes commandes de médicaments. On a des bénévoles avec nous, donc on est bien entouré, ce qui fait que ça permet d'améliorer la prise en charge, la qualité de la prise en charge et que les enfants aient un meilleur pronostic. Ça dépend bien sûr du type de maladie, de son stade, de la tolérance au traitement, mais généralement on peut avoir un bon résultat et maintenant le cancer de l'enfant est considéré comme curable, mais au bout d'un parcours du combattant. Déjà, l'annonce diagnostique est très difficile pour les parents et après, il y en a qui vont passer une certaine durée hospitalisés et les parents doivent s'organiser par rapport à ça parce qu'ils ont derrière eux d'autres, de la famille, un travail, parce que le traitement... peut-être qu'ils ne sont pas à côté du centre. Non, ils ne sont pas, c'est des 500 km, 600 km. Et à ce moment-là, comment on s'organise ? Eh bien, au fait, il y a certaines phases dures où ils sont obligés d'être avec nous, mais après, on fait une cure, ils rentrent chez eux, ils reviennent, ils sont traités en hôpital de jour ou en hospitalisation, et puis ils ont les maisons des parents à proximité, où ils peuvent passer quelques jours pendant qu'ils reçoivent les soins et après ils rentrent chez eux. Mais c'est vraiment difficile. On essaie de s'organiser, mais toujours est-il qu'ils sont obligés de laisser d'autres enfants, le travail. Et donc c'est les familles qui ont le plus de difficultés. Le cancer, ce n'est pas que la maladie, c'est aussi toute l'organisation de la famille. Oui, voilà. C'est ça. On va voir avec Mehdi justement, parce qu'on arrive vraiment à la fin de ce rendez-vous. Mehdi Essoukri, vous êtes, on va dire, un jeune aujourd'hui, mais vous avez connu la maladie il y a quelques années déjà. Oui, en 2011. En 2011. Vous aviez quel âge? J'avais 13 ans. 13 ans. Alors, quand on est un enfant, quand on est, on va dire, presque au début de l'adolescence, comment on gère la maladie? Au début, c'était difficile. Mais avec l'aide de Mme Hsissine, ça... comment je vais dire ça devient un médecin et une copine en même temps, une amie. C'est ma deuxième maman. C'est vrai? Oui, c'est ma deuxième maman. C'est important, le soutien psychologique de son médecin? C'est important? Justement, on vient de dire, il y a quelques médecins qui ne savent même pas parler avec leurs patients. D'accord. Mais comment je viens de dire, Mme Hsissine est... Et pour moi, le meilleur médecin au monde. C'est gentil pour elle. Mais pour vous, au quotidien, en tant qu'enfant, qu'adolescent, c'était quoi? Ne plus voir ses amis, s'organiser différemment? Je disais que c'était un accident au début de ma maladie, les cicatrices de l'opération. Je dis que c'était des accidents. Je n'arrive pas à dire à mes amis que c'est un cancer et ça. Et aujourd'hui, vous en parlez plus facilement? Non, devant tout le monde. C'est important pour vous d'être avec nous aujourd'hui? Oui. C'est important de le dire, d'en parler, de dédramatiser? Oui, car il y avait même des professeurs à l'école qui ne viennent pas à me croire. Ils n'arrivaient pas à croire que vous étiez vraiment malade? Oui, comme un professeur au 6e année au lycée. Ma mère venait de lui dire que mon fils est malade. Elle lui dit que tout le monde tombe malade. D'accord. Ça vous a marqué? Oui. Le fait que ce ne soit pas... c'est vers 5 ans, il est marqué dans mon Ça fait 5 ans que ça s'est passé, ça vous a marqué. Et aujourd'hui, Mehdi, comment vous voyez le cancer? Comme une simple maladie, comme la fièvre. C'est vrai? Oui. De façon aussi banale? Oui, car alhamdoulilah, il y a maintenant des médicaments, il y a tout. Il y a des professeurs capables. Des médecins capables au Maroc, alhamdoulilah. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir fait confiance et d'être venu nous donner une lueur d'espoir face à la maladie. Merci beaucoup, Mehdi. Professeur Leila Hsissine, peut-être pour conclure, à quelques jours de cette journée mondiale, son importance pour vous?
Oui, c'est une journée primordiale où il y a une grande mobilisation autour du cancer de l'enfant, de la sensibilisation du public, sensibilisation des familles, des séances d'échange avec les familles pour qu'ils puissent exprimer ce qu'ils ressentent. Et ça, c'est important qu'il y ait d'une sorte de lumière jetée sur cette maladie pour redonner espoir aux gens et essayer d'avoir le plus de soutien possible de nos autorités, nos organisations pour faire améliorer les choses parce que, alhamdoulilah, le Maroc est en très bonne voie pour ce qui concerne les cancers de l'enfant. Merci beaucoup, professeur Leila Hsisen, oncologue pédiatre au centre d'hématologie et oncologie pédiatrique de Rabat. Mehdi Essoukri, vous êtes patient et merci beaucoup d'avoir fait le déplacement pour nous parler de votre expérience. Quant à moi, je vous remercie pour votre fidélité. Un grand merci à toute l'équipe, à Rabat, à Tanger et à Abidjan pour la réalisation et la diffusion de cette émission d'aujourd'hui. À très vite, au revoir.